Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Il y a toujours un certain fantasme autour de l'activité des hedge funds, par les uns pour leur potentiel de rémunération infinie quand on est trader dans un hedge fund, par les autres pour leur responsabilité dans la volatilité des marchés financiers, ou même pour leur contribution à la vanité d'un système financier mondial. Franck Béon, notre acolyte, a travaillé lui pendant plusieurs années au sein d'un hedge fund quantitatif. Il est donc l'homme qu'il nous faut pour nous faire découvrir cet univers depuis l'intérieur et débunker aussi certaines idées reçues à ce sujet. C'est le sujet de notre épisode du jour de Mission Alpha en collaboration avec Ploovers. Sur notre conversation, on parle notamment du rôle des hedge funds sur les marchés financiers, de leur modèle économique, des stratégies et des outils qu'elles emploient, de leur interaction avec une collecte aussi croissante de capitaux venant des particuliers, le fameux retail, via les ETF, les plateformes qui émergent aussi depuis plusieurs années, Finary Trade Republic ou Shares par exemple, et des manières dont on peut agir en tant qu'investisseur particulier pour être plus avisé à la lumière de ces révélations. Le retail, c'est toi et moi, l'investisseur particulier, donc c'est bien de savoir à quelle sauce on va être mangé. Si tu souhaites une gestion personnalisée et optimisée de ton patrimoine, je te conseille de prendre rendez-vous avec Franck Béon de Ploovers, donc qui se fera un plaisir d'utiliser ses connaissances des marchés financiers pour répondre à tes problématiques. Tu peux utiliser le lien investisseur avec un s40.com/Ploovers, P-L-O-O-V-E-R-S. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur les hedge funds. C'est parti. Hello Franck. Salut Paco. On va parler des hedge funds aujourd'hui, puiser un petit peu dans ton expérience, dans ton vécu, pour parler d'un secteur peu connu, pareil complexe, nébuleux, et voir comment il peut aussi nous aider de comprendre le mécanisme de hedge funds pour nos propres stratégies d'investissement en tant qu'investisseur particulier. Comment déjà tu définirais les hedge funds, leur place, leur rôle dans l'écosystème, comment ça fonctionne? Alors, c'est effectivement un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que souvent assez inconnu. Alors les hedge funds, en fait, c'est des entreprises assez peu connues, mine de rien. On en parle beaucoup. Et quand on parle de traders, souvent on se dit, il y a beaucoup de confusion. Le trader en hedge fund, c'est quelque chose d'assez particulier. Le hedge fund, c'est déjà, si je donne les noms, Millennium, Citadel, CFM, Brevan Howard, Jump, généralement ça parle à personne. Donc c'est des structures déjà très discrètes, très discrètes dans l'écosystème. Et les gens qui travaillent dedans, beaucoup de physiciens, mathématiciens. Donc c'est pas le profil du trader à la Gordon Gekko, j'ai envie de dire. C'est un environnement qui se veut le plus discret possible. D'ailleurs, si ceux qui nous écoutent vont sur les sites de ces différentes entreprises, c'est très discret, hein. C'est des sites qui ne font pas beaucoup parler d'eux, on va dire. Donc voilà. C'est déjà ce que je veux en dire, des structures très discrètes, mais qui font énormément de volume sur les marchés financiers et qui ont aujourd'hui une place, j'ai envie de dire, sur certains aspects beaucoup plus importante que la plupart des banques, même des grandes banques. Parce que c'est eux qui font une très grosse partie du volume des marchés financiers. Est-ce qu'on peut définir, schématiser le truc en disant que c'est des gros traders finalement, c'est eux qui apportent la contrepartie quand il y a quelqu'un qui veut acheter quelque chose ou vendre quelque chose? Exactement. Moi, ce que je vois aujourd'hui, alors quand je dis hedge fund, là je parle des hedge funds quantitatifs, notamment ceux qui font ce qu'on appelle la haute fréquence. Ils viennent en fait, d'une certaine façon, stabiliser énormément les marchés. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter très sensiblement l'efficience des marchés. Quand on dit que les marchés sont efficients, en fait, c'est en grande partie grâce à ces hedge funds quantitatifs. Est-ce que ça t'intéresserait de savoir, d'ailleurs, si quelqu'un veut aller travailler dans un hedge fund, comment on fait? C'était ton cas, toi, t'as bossé donc dans hedge funds, hein, on peut le rappeler. Tout à fait. Je travaillais chez Millennium Capital Partners, qui est le deuxième plus gros hedge fund du monde aujourd'hui, et donc sur des stratégies purement quantitatives. Et ce que je trouve toujours assez intéressant, c'est si ceux qui nous écoutent veulent un jour aller travailler dans un hedge fund, comment ça se passe? Alors déjà, un entretien dans un hedge fund, il faut qu'ils acceptent de nous parler. L'entretien, c'est quelque chose d'assez assez froid, hein. Quand on arrive, généralement, on nous dit vite fait bonjour, on nous met dans une salle, on nous dit tiens, t'as 3 heures pour résoudre en fait tous ces problèmes de mathématiques. Donc en fait, on a
on peut avoir une trentaine de problèmes de maths avec un niveau de complexité qui va en augmentant. Donc on nous met dans une salle, on nous dit tu fais ça. Donc pendant plusieurs heures, on est tout seul avec son papier et son crayon à résoudre en fait des problèmes. Sans téléphone, bien sûr, celui qui essaye d'utiliser du ChatGPT, tout ça, il prend vite la porte. Donc en fait, c'est pourquoi passer les profils que l'on veut, c'est des profils de mathématiciens. Il n'y a personne qui vient dans un hedge fund en disant moi je fais de l'analyse graphique. En fait, la plupart des stratégies sont, comme on dit, market neutral, c'est-à-dire que le hedge fund n'est pas exposé ou rarement exposé en fait à la hausse ou à la baisse des marchés. Donc, en gros, ils achètent autant qu'ils vendent. Les portefeuilles sont delta hedgés, comme on dit. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est être capable de gagner sur des portefeuilles, gagner ce qu'on appelle Et donc souvent en fait quand on vient présenter une stratégie, il y a la grande différence entre backtest et trading et live trading, c'est-à-dire soit on a mis en place des stratégies et on a démontré qu'elles fonctionnaient, soit dans le pire des cas, on a un backtest et en fait un backtest ça vaut pas grand-chose. Parce que si on vient et on dit tiens j'ai un backtest que j'ai fait avec des données liées à Finance, strictement ça vaut 0. Et ce que je pensais en fait te présenter en fait aujourd'hui, c'est 4 stratégies de hedge fund qui fonctionnent encore et ceux qui sauraient en fait les mettre en place, en fait ils deviendraient multimillionnaires sans aucun souci. Et aller un petit peu dans un sens un petit peu croissant de difficulté pour montrer un petit peu l'envers du décor de ce qui se passe en fait sur les marchés financiers. Je veux bien. Et juste avant, tu disais que dans les stratégies globales ils étaient neutres, ils se hedgeaient, ils prenaient des positions hedgées. On est d'accord. Enfin, l'objectif principal du hedge fund, c'est quand même de faire des paris gagnants, de gagner de l'argent donc en termes de capital, de faire de la marge finalement, et que cette stratégie là que tu vas nous présenter, c'est dans ce but-là aussi, quoi. Exactement. Tout ça, en fait, c'est des stratégies, et tu vas voir, c'est des stratégies. J'en ai choisi 4 qui sont assez illustratives en fait de ce qui se passe et qui vont faire un peu le lien avec ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, notamment par exemple les ETF. On voit qu'aujourd'hui beaucoup de gens investissent au travers d'ETF qui suivent tout simplement des indices financiers, le S&P 500, le MSCI World. Donc il y a beaucoup d'indices MSCI dans le monde, le CAC 40, DAX, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces indices, régulièrement, il y a des entrées et des sorties d'actions. C'est-à-dire qu'il y en a qui quittent l'indice et il y en a des nouvelles qui rentrent dans l'indice. Ce qu'il faut voir, c'est que sur un S&P 500, un Russell 2000, en fait, vu qu'il y a quand même des centaines de milliards qui suivent ces indices-là, forcément, quand il y a des actions qui sortent et d'autres qui rentrent, il y a des flux d'argent très importants. Parce que tous les ETF qui suivent ces indices-là, ils doivent acheter les entreprises qui rentrent et vendre les entreprises qui sortent. Et ça crée en fait des volumes importants, donc des mouvements de marché importants. Et donc les hedge funds font ces stratégies sous 2 angles, soit très en amont, ils connaissent parfaitement les règles des indices providers comme MSCI, mais ils vont essayer de statistiquement identifier les sociétés qui vont rentrer et celles qui vont sortir et prendre des positions potentiellement plusieurs mois ou plusieurs semaines avant la date effective de l'annonce ou même du reshuffle. Et alors, rien que pour faire ça, faut avoir toutes les données historiques sur peut-être 20 ans, 30 ans des actions qui sont rentrées sorties. Ça veut dire avoir des univers assez larges, un niveau d'information assez précis. Mais ce genre de backtest, on peut le faire avec des données, on va dire, close to close. Encore. Il faut quand même déjà avoir un niveau de données qui est important et être capable de reconstituer des univers sans biais, chose qui est assez compliquée à faire. Donc là, la stratégie, le hedge fund, c'est qu'il anticipe que dans un indice donné, il y a soit une valeur qui va sortir, soit une valeur qui va monter, voilà, qu'il va y avoir du coup un impact à la hausse ou à la baisse. Lui, il va prendre la contrepartie. Il va faire le pari inverse juste avant l'événement qu'il pense qu'il va arriver et faire la marge au moment où il se réalise. Et c'est ça l'idée. Exactement. Donc en fait, il va acheter un panier d'actions dont il pense qu'ils vont rentrer et il va vendre un panier d'actions où on va penser qu'elles vont sortir, mais il va pas le décider au doigt mouillé, hein, c'est que des algos qui vont lui donner, et ils font ça sur tous les indices de la planète. Donc soit on peut le faire très en amont, soit on peut le faire le jour J du rebalancement,
Et là, je dis à tout le monde, regardez bien les marchés financiers, notamment, c'est le troisième vendredi du mois, de mars, juin, septembre et décembre. C'est un peu là où on a ces événements-là. Et le jour où ça arrive, généralement, la plupart des gros institutionnels passent leurs ordres à la clôture. Et en fait, on voit à la clôture parfois des mouvements très importants de certaines actions. Et c'est là aussi où les hedge funds vont se positionner. Et j'en viens à la deuxième stratégie que je voulais mentionner. C'est que vu qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui passent des ordres à la clôture, en fait, les prix de clôture peuvent être assez impactés à ce moment-là. Et donc ça, c'est une stratégie que, en perso, moi, je faisais quand j'étais en hedge fund, où on suivait pendant toute la période de la clôture. Par exemple, sur le CAC, c'est pendant les 5 minutes, entre 17h30 et 17h35, le prix théorique de clôture de chaque action. On le suit de façon très précise par rapport à un niveau de référence qu'on a calculé, par exemple, un niveau moyen sur les 30 dernières minutes. Et à la toute dernière seconde, on envoyait littéralement des milliers d'ordres, soit à l'achat, soit à la vente, pour capter, en fait, les petits impacts marchés qu'il pouvait y avoir. Donc un stock qui va s'écarter de 0,3% d'un prix de référence qu'on a calculé. Et donc, il faut l'envoyer au tout dernier moment. Parce que l'idée, c'est d'avoir un panier d'actions long et un panier d'actions short qu'on a vendu, assez équilibré, d'actions qui auront légèrement divergé à la clôture à la hausse ou à la baisse. Et le lendemain, sortir, revendre, en fait, remettre le portefeuille à zéro progressivement entre 9h et midi, par exemple, avec des stratégies de VWAP qu'on appelle. Donc ça permet en fait de capter justement tous les mouvements importants qu'il peut y avoir sur ces clôtures. Ok, tu déboucles l'opération le lendemain, au moment où l'impact aura été déjà enregistré et noté, et tu le fais progressivement, tu dis, parce que sinon tu peux te faire avoir peut-être à la sortie. Enfin, si tout le monde le fait, enfin, c'est quoi, pourquoi tu? En fait, c'est surtout que rien que les ordres qu'on envoie à la clôture, c'est jamais des ordres au marché, en fait. Ce qu'il faut, un exemple que je veux dire, c'est le hedge fund, il envoie des ordres limite. C'est un peu comme souvent les gros institutionnels qui font pas attention, ou même les particuliers, ils passent bien souvent des ordres de marché. Ça, on va voir aussi pourquoi ça change les dimensions du marché aujourd'hui. Mais en gros, imagine, tu as un plan d'eau, un ordre de marché, c'est comme je prends un gros caillou, je le balance dans l'eau. En fait, ça casse l'équilibre du marché. Ça a beaucoup d'impact. Alors que le hedge fund, c'est un peu la feuille morte qui veut venir se poser sur le plan d'eau sans impacter, avec un impact minimum. Ça, c'est ce qu'on appelle, en termes techniques, le slippage, l'impact marché. Et le but d'un hedge fund, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur le marché, parce qu'en fait, plus tu as d'impact, plus tu vas détruire l'effet que tu cherches à capturer. Est-ce que c'est parce que tu veux justement être discret et continuer de profiter d'une dynamique que le marché n'aura pas vue, et donc du coup prendre tes profits, et alors que si tu fais ensuite en analogie avec on va dire la pierre d'eau, la pierre qui tombe dans l'eau qui clabousse tout le marché se rend compte, les prix se réajustent automatiquement, et toi t'as plus cette opportunité de continuer à Exactement. exécuter, c'est ça. Imagine, toi, avec l'algorithme, t'as détecté qu'une action, en fait, il y a plein de monde qui veulent l'acheter sur une enchère de clôture, et ça fait monter son prix théorique de clôture de 1%. Donc le hedge fund, lui, ce qu'il veut, c'est mettre l'ordre pile poil à ce prix-là, avec le volume qui va bien, pour ne pas impacter, en fait, pour vraiment capter ces 1%. Alors que, imagine s'il envoie, il dit, tiens, il y a 1%, j'envoie un énorme ordre avec une taille énorme au marché, en fait, l'équilibre du carnet d'ordre va se modifier, et en fait, l'effet que j'essaye de capturer, en fait, il va disparaître. Donc c'est pour ça que le volume que je peux envoyer et le prix auquel je l'envoie sont hyper importants. Et c'est une des principales problématiques des hedge funds, c'est comment, en fait, je peux monter, en fait, les tailles sur des stratégies. Et nous, c'était une des problématiques. Nous, on faisait tous les marchés du monde, hein. On allait de la Corée, de l'Australie jusqu'au Canada en faisant ça. Et on traitait des dizaines de millions par jour, mais on pouvait pas traiter des centaines de millions. Parce qu'en fait, c'était trop, on impactait trop notre marché. Et c'était ultra rentable. Là, je parle d'une stratégie, c'était des rendements
annuel, on était sur du plus de 100% de rendement avec les moyens en fait des hedge funds. Parce qu'on était dans un hedge fund, on pouvait faire ça. En tant que particulier, c'est impossible de faire ça. Les dates que tu mentionnais tout à l'heure, un par trimestre, ça correspond à quoi? Pourquoi il se passe ces choses-là? Alors ça, je vais y venir avec la quatrième stratégie qui est une des plus incroyables. Et je vais en fait y venir petit à petit, parce qu'en fait, pour faire déjà cette deuxième stratégie, pour la backtester, il me faut déjà des données intraday. Donc là, c'est plus des données close to close. Il me faut déjà ce qu'on appelle des données tick bar, c'est-à-dire au moins de la donnée minute par minute de chaque action dans le marché. Là, faut quand même réfléchir comment j'organise ma donnée, quelle base de données il me faut. Ça commence à être important. Après, on va aller à une granularité encore plus importante. On va faire de la donnée tick à tick. Là, je veux chaque en fait mouvement de prix sur un instrument pendant toute la journée. Il faut imaginer le mouvement, la quantité de données qu'il va me falloir. Mais si j'ai ça, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle par exemple des stratégies de market making sur des contrats futurs, ce qu'on appelle les calendar spreads, ou sur des futurs Euribor. Donc là, on arrive quand même dans le monde de la haute fréquence. C'est-à-dire, je vais essayer de capturer, on va dire ce qu'on appelle le bid-ask spread d'un instrument, c'est-à-dire le différentiel entre les montants à l'achat et les montants à la vente. Et pour faire ça, il me faut des algos de haute fréquence, être capable d'être très rapide. Et si je sais maîtriser ça, encore une fois, c'est ultra rentable. Donc, mais ça devient compliqué à mettre en place. Parce qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle la connaissance de la microstructure des marchés. Par exemple, il y a des instruments que je trouve hyper intéressants, c'est les futurs Euribor. Là, on est dans des produits dérivés. En fait, les futurs Euribor, c'est pas un carnet d'ordre comme on dit, en price time priority. C'est une somme de random avec priorité à la taille que l'on met. Bref, il y a plein de règles à connaître, mais quand on connaît bien ces règles, en fait, il y a moyen de mettre en place des stratégies pour aller arbitrer ça. Ok. Et sans vouloir dévoiler ce que tu vas révéler après, mais d'accord que il y a aucun de ces systèmes d'analyse données intraday, outils, etc. dont tu mentionnes n'est à la portée d'investisseurs particuliers. Non. Déjà, en fait, la capacité, on parle en fait de gigas de données par jour. Enfin, donc nous, on utilisait, par exemple, moi j'utilisais les bases de données type HDF5. C'est des bases de données utilisées par les physiciens pour enregistrer en fait la position des étoiles dans l'univers. C'est pas de la base de données relationnelle comme on les connaît. C'est des bases de données déjà. C'était la technologie de l'époque. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui sont beaucoup plus puissantes encore. Mais c'est pas à la portée d'un investisseur du dimanche. Ça, c'est clair. C'est à moi. Faut avoir quand même des sérieuses compétences en statistique, en informatique. Faut être capable de développer, maintenir des bases de données, enregistrer en fait, parce qu'on est on est à la milliseconde, et c'est ça en fait la quatrième stratégie dont je voulais parler. On va comprendre en fait pourquoi on est à la milliseconde près, et le timestamp, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un événement sur un carnet d'ordre, je dois avoir la précision en fait la plus fine possible, parce que si je dois refaire des backtests, il faut que tout soit en fait très précis. Et cette dernière stratégie, et là j'invite tous ceux qui nous écoutent, si ça les intéresse, à regarder par exemple le marché européen entre 11h50 et midi, les troisièmes vendredis du mois de mars, juin, septembre et décembre. C'est pendant ces 10 minutes que va être calculé le prix d'expiration des contrats futurs Eurostoxx. Alors, tu peux déchiffrer, ouais. Pardon ? Tu peux déchiffrer, ouais. Alors, les contrats futurs, c'est des produits dérivés très liquides. C'est-à-dire, si quelqu'un veut investir sur les marchés avec un effet de levier simplement, il va acheter des contrats futurs. Donc, tu as des contrats futurs sur le CAC 40, des contrats futurs sur le DAX, sur le S&P. Donc, c'est des instruments à effet de levier qu'on peut trader. Alors, c'est plus sur des plateformes type Interactive Broker ou Swissquote qu'on peut faire ce genre de trading.
C'est plutôt des produits réservés aux professionnels, quoique certains peuvent le savoir. Donc, c'est des produits à effet de levier qui démultiplient. On va dire avec un capital de 10, je vais investir avec un effet de levier de 100 sur les marchés financiers. Et donc c'est des contrats très liquides. C'est parmi les produits les plus liquides au monde. Hein. C'est bien plus liquide même parfois que le sous-jacent, que les actions. Et donc ces contrats futurs, ils ont une date d'expiration qui est ce 3e vendredi de certains mois. Et ce prix est calculé sur une moyenne, et c'est la moyenne toutes les 30 secondes. Donc là, il y a certains hedge funds qui ont cette capacité de passer, par exemple, sur du CAC 40 ou de l'Eurostoxx, on prend l'Eurostoxx, d'aller acheter toutes les 30 secondes ou vendre les 50 actions de l'Eurostoxx à une heure très précise, un moment très précis, donc c'est à la milliseconde près. Hein. Mmh. Et en fait, avoir la capacité de faire ça, alors je vais pas rentrer dans tous les détails, mais à chaque expiration, c'est des dizaines de millions d'euros de gains. En fait, ceux qui ont la technologie pour faire ça, c'est des millions d'euros en fait de gains assurés à chaque fois, parce qu'ils ont un avantage compétitif qui est la vitesse d'exécution, la donnée, et en fait, Toi, quand tu disais que tu l'utilisais à titre perso, mais c'était avec les outils de hedge fund, on est d'accord que c'était pas avec... Ça, en perso, en fait, on avait essayé, mais on n'avait pas les systèmes suffisamment rapides pour faire ça. Pour te dire, quand on était en banque, quand on travaillait à calibrer en fait les dimensions, enfin les accès marchés avec Euronext, je me souviens qu'il bufferisait, c'est-à-dire en fait il ralentissait ceux qui avaient des lignes physiques versus ceux qui passaient par les satellites. Parce qu'en fait, si tu fais envoie tes ordres par satellite, hein, t'as un ordre, t'as une latence due même si c'est la vitesse de la lumière, faut que ça aille sur un satellite géostationnaire et que ça revienne. Pas forcément celui qui a une ligne physique et qui a des serveurs directement à côté de la bourse, pas forcément il est avantagé. En fait, la bourse ralentissait à dessein en fait ceux qui avaient des lignes physiques pour ne pas en fait déséquilibrer qu'il n'ait pas un avantage compétitif par rapport à ceux qui passaient par le satellite. Voilà en fait le niveau de complexité sur lequel on est dans les hedge funds. C'est vrai que ça impressionne, ça remet en fait ça remet le cadre par rapport à le poids qu'on peut avoir, l'influence qu'on peut avoir en tant que particulier et les hedge funds et leur rôle, donc c'est cool. Est-ce qu'il y a des choses d'ailleurs que tu vois qui vont, si on se projette un petit peu en avant avec l'IA, avec tout ça, le mouvement, et tu parlais aussi des ETF, hein, la gestion active qui a extrêmement décollé. Est-ce que ça, c'est plutôt aussi, ça va dans le sens encore de plus de volatilité sur des points clés, enfin des moments clés, comme tu disais là, ou comment tu vois le marché? Déjà, en fait, les hedge funds ont énormément réduit la volatilité dans les marchés. Ils sont, on va dire, l'effet, c'est vraiment, ils interviennent comme étant un amortisseur sur les marchés. C'est-à-dire que là où avant, parce qu'ils apportent beaucoup d'efficience, en fait, les marchés sont vraiment efficients. On n'a plus un prix qui peut diverger de façon importante pendant longtemps. Donc, le hedge fund est là pour vraiment faire que tout reste efficient. Ce qui est aussi contre-intuitif. On a tendance à penser que c'est plus des parieurs qui sont là et qui bouleversent le marché. Toi, tu dis le contraire. Ils sont là pour... Exactement. C'est marrant. Alors, pourquoi il y en a qui disent ça? C'est parce que c'est le niveau de complexité des hedge funds. En fait, à moins qu'on ait travaillé dedans, mais souvent, on peut avoir une mauvaise vision de ces entreprises qui vont dire, tiens, en fait, c'est des parieurs fous et tout ça. Non, c'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment... comment on dit, il y a aucune certitude dans le marché, mais les hedge funds, en fait, ont cette capacité de réduire l'incertitude. C'est vraiment très important, cette notion. En fait, il y a toujours de l'incertitude, mais les mathématiques, les outils qu'ils ont permettent de réduire cette incertitude. Et est-ce que tu peux nous parler aussi, du coup, de la façon dont les hedge funds interagissent avec le retail, le marché retail, donc les investisseurs particuliers, et notamment à la lumière aussi de ce qui se passe en ce moment sur ce marché-là, où il y a beaucoup plus, j'ai l'impression, de captation. Tu parlais des ETF,
Il y a aussi beaucoup de plateformes qui incitent les gens à investir et qui, c'est noble, hein, mais en fait, j'imagine qu'il y a un rôle qui peut être intéressant, qui est peut-être pas encore développé entre le flux d'achat de demande de volume en fait qui viennent avant plutôt de professionnels ou d'institutionnels, les banques, les assureurs, etc. Et qui peut-être maintenant la part du gâteau de ces flux qui est détenu ou qui bouge par les particuliers grâce à ces intermédiaires de plateformes qui captent des achats aussi du retail, peut-être que ça change la dynamique et le modèle économique peut-être des hedge funds, ou comment est-ce que ça évolue en fait? Alors, c'est une excellente question. Et effectivement, en fait, les flux retail, c'est-à-dire les ordres que peuvent passer les particuliers pour un hedge fund, en fait, ça vaut de l'or. Donc, pourquoi? Et ça, on l'avait vu notamment aux États-Unis avec Robinhood, qui avait cassé les prix, en fait, qui permettait, on va dire, à des particuliers de faire du trading. Et en fait, parce que derrière, en fait, ils revendaient le flux, notamment à Citadel. Parce qu'en fait, pour un hedge fund, en fait, il va récupérer, généralement, les particuliers, ils s'en fichent de l'exécution. Ce qu'ils regardent, c'est les frais, mais ils disent, bon, bah, ils vont envoyer des ordres au marché. Un ordre au marché, bah, comme je le disais tout à l'heure, ça vaut de l'or, parce que l'ordre au marché, la plateforme, en fait, va le montrer à un hedge fund. Alors, c'est toutes ces notions de dark pool ou de choses comme ça. Il va montrer au hedge fund, tiens, j'ai un ordre au marché qui arrive sur cette action. Est-ce qu'il t'intéresse ou pas? Bah, généralement, ça intéresse très fortement, en fait, le hedge fund. Parce que le hedge fund, en fait, son but, c'est toujours, de passer le plus de taille. Donc là, on lui dit, tiens, on t'envoie du volume. Et en fait, on t'envoie du volume qui traverse, en fait, le fameux spread, en fait. Et un hedge fund veut toujours réduire son impact marché. Donc là, pour lui, c'est du pain béni. Donc effectivement, il y a beaucoup de plateformes. Ça crée en fait des opportunités de business pour des plateformes qui vont se développer. Proposer à des particuliers de dire venez faire du trading chez nous parce que c'est pas cher. Oui, mais en fait derrière, ils revendent le flux à du hedge fund de façon quasiment certaine. Et c'est là où ils font leur business model, c'est effectivement de revendre ce flux. Parce qu'en fait, un particulier, et il peut y avoir même des plateformes, j'imaginerais bien des plateformes qui disent bah, chez nous c'est que de l'ordre marché en fait. Mais il n'y a pas de frais. Un business model, voilà. Il y a rien de gratuit. C'est ça qu'il faut savoir. Et la rémunération de ces plateformes qui envoient le flux vers ces hedge funds, c'est laquelle? Parce que c'est là où elle gagne son argent, j'imagine. En fait, la plateforme va en fait présenter ce flux en fait à des hedge funds et va prendre en fait une certaine commission en termes de points de base, parce que souvent de traverser un spread, en fait, ça coûte cher. Ça peut coûter 0,3, 1%. Selon l'action, sur certains ETF, ça peut coûter très très cher. Est-ce que tu peux juste peut-être expliquer rapidement ce que ça veut dire traverser un spread? Alors par exemple, l'action Air Liquide, elle vaut 170,2 à 170,5. Et moi, si j'envoie un ordre marché pour en acheter, en fait, je vais l'acheter à 170,5. Donc si le hedge fund, lui, il est positionné des deux côtés, en fait, et qu'il y a des ordres qui arrivent dans les deux sens, en fait, lui, il va acheter à 170,2 et vendre à 170,5. Et il va capter les 0,3% qui sont au milieu. Quand tu dis traverser le spread, ça veut dire que le retail, lui, il va exercer l'opportunité de pouvoir se placer de l'autre côté et d'empocher la marge. C'est ça que tu veux dire par traverser le spread? Le retail, il paye en fait c'est lui qui paye en fait ces fameux 0,3 qui sont du coup qui arrivent dans la poche du hedge fund, et il en rétrocède une partie en fait à la plateforme qui lui a envoyé le flux. Ça marche. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder. Là, je me resitue côté investisseur particulier. Certes, sur des plateformes, on paye pas de frais, mais il n'y a pas que les frais qui est important. C'est évidemment la marge sur l'exécution. C'est comme quand tu as des trucs, des transactions avec un effet devise où tu achètes des choses qui sont pas libellées en euros, et en fait, tu fais le total de ton opération, combien t'as gagné, combien t'as coûté. Certes, t'as 0 frais, mais t'as tout payé en coût de transaction. Exactement. Et nous, c'est vrai que par exemple, on a des clients des fois qui viennent pour des portefeuilles, mais quand on doit passer quelques centaines de milliers, même pas de millions, mais quelques centaines de milliers d'euros sur des ETF, faut faire très attention comment on le fait, parce que ça a vite fait de coûter très très cher
au client, parce qu'en fait, l'exécution, si on la fait n'importe comment, en fait, c'est un coût énorme pour le client. Ça peut lui coûter littéralement plusieurs pourcents. Mais il le verra pas parce que c'est un prix, il aura un prix d'exécution. Il dira, j'ai été exécuté à ce prix-là. En fait, l'impact marché, ce fameux slippage, peut être juste énorme. Donc et c'est vrai que pour les retail, il n'y a pas vraiment de solution en fait, à moins de passer ses ordres soi-même, de les mettre, qu'on appelle en liquidité, dans le carnet d'ordre et d'attendre de se faire exécuter. Mais il n'y a pas d'offre à ma connaissance, peut-être que eBayCare en ferait, pour passer des gros ordres de façon propre. Ouais, donc on voit que l'investisseur particulier est vraiment un désavantage net par rapport aux hedge funds sur une stratégie comme on a vu de trading, de jouer les volumes, de jouer les mouvements du marché. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles quand même l'investisseur il peut avoir un avantage en connaissant ça justement tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui? Alors oui, parce que en fait le hedge fund, lui, son niveau de coût c'est quelques points de base et son niveau de gain c'est 10 points de base par exemple. Donc c'est 0,10%, c'est très faible. Et donc en fait il est là pour faire beaucoup de volume. Et comme on disait, il a 3 avantages lui: capacité d'accès aux données, vitesse d'exécution et levier. Par contre, l'investisseur particulier, il a un avantage que le hedge fund n'a pas, c'est le temps. C'est l'horizon d'investissement. On veut dire, quand on est dans un hedge fund, il y a un leaderboard et tous les mois, en fait, fait les comptes. Quand on est, on va dire, 3 mois de suite dans les derniers du leaderboard, généralement, on va avoir une discussion qui est pas très agréable avec ceux qui dirigent le hedge fund. Généralement, on est remercié. Alors que un investisseur particulier, lui, il investit sur plusieurs années. Donc lui, il doit faire 3 choses, à mon sens: maîtriser ses frais, maîtriser ses risques et optimiser tout son cadre fiscal. Ne pas chercher à battre les marchés. C'est vraiment, en fait, maîtriser ces 3 choses-là. Honnêtement, c'est un des plus gros avantages qu'on a par rapport à un hedge fund. Et si on fait ça, honnêtement, ça se passe bien. C'est là où on peut tirer notre épingle du jeu sur des marchés volatiles, sur des marchés où comme on l'a vu, il y a des acteurs, voilà, c'est pas, tout le monde n'a pas la même égale chance, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser. C'est bien de savoir qu'on est un petit poisson dans un énorme océan et de savoir quelles sont les choses sur lesquelles on va pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est grisant. Moi, je comprends, hein, ça peut être grisant de faire du trading, d'acheter, de vendre et tout ça. Mais c'est une vaine quête, on va dire, parce qu'en face, il y a littéralement, en fait, les meilleurs mathématiciens, physiciens de la planète qui travaillent dans ces industries. Parce que la rémunération de quelqu'un qui bosse dans un hedge fund, c'est au cut, à la formule, hein, comme on dit. Dire, il génère 10 millions d'euros pour le hedge fund, il va prendre 20, 30, 40% en fait de ce montant-là. Donc on parle sur un trade, il peut prendre 1 million, quoi. Par an, oui, un bon trader en hedge fund, ouais, c'est alors déjà des bons traders, entre 5 et 10 millions qu'on appelle de PNL, avec un cut à 30%. Tu fais les calculs, c'est déjà quand même sympa. Avec la possibilité de pouvoir investir dans le hedge fund. Ok, et là par rapport à la valo du hedge fund, d'ailleurs c'est un autre sujet complètement, mais ça m'intéresse du coup, est-ce que c'est des business comme de n'importe lesquels où en fait tu vends au PNL, enfin à l'EBITDA, les multiples d'EBITDA quand tu veux le revendre? C'est quoi la stratégie d'un founder de hedge fund? Un founder de hedge fund, en fait, il a généralement tous ses sous dedans et c'est très compliqué d'investir dans un hedge fund qui est successful. Par exemple, investir dans Renaissance ou Millennium ou dans Citadel, c'est impossible pour un particulier. C'est que là, il y a une vraie différence entre un gestionnaire de fonds où lui, son business, c'est de vendre son fonds et de trouver des investisseurs dans le fonds, des investisseurs qui voudraient investir dans Renaissance, et n'importe qui veut investir dans Renaissance ou dans Millennium. Par contre, en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, le hedge fund, sa grosse difficulté, c'est de déployer le capital, comme on le disait tout à l'heure, parce que et c'est pour ça que c'est un petit peu la valeur ajoutée que pourraient avoir des grandes banques privées type Chase, enfin JP Morgan, pour sa clientèle très riche, c'est de leur donner accès justement à certains hedge funds.
Un point aussi que je trouve intéressant, c'est que le rôle d'un fondateur de hedge fund, c'est pas de faire du trading, c'est de faire du trading de traders. Parce qu'en fait, son but, c'est d'aller recruter des équipes de traders qui vont avoir des stratégies complémentaires et décorréler les unes d'entre elles. Et j'imagine c'est ça la principale actif. Pour revenir à ma question, si par exemple tu veux vendre, toi ton hedge fund, tu l'as fondé, il n'a de valeur que par la valeur des traders, donc de tes employés finalement. Exactement. Généralement, tu vends pas ton hedge fund. Parce qu'en fait, si tu as un hedge fund qui réussit, il est capable de sortir des rendements de 15-20% par an. Donc en fait, il y a rien de mieux en fait. C'est assez imbattable en fait. Mais il y en a pas beaucoup. Bon bah ça aura donné des idées aux gens, soit de devenir trader, soit de monter un hedge fund, ou alors d'être un investisseur particulier simple, mais beaucoup plus avisé en tout cas. Merci beaucoup Franck pour ça, c'était cool. Avec plaisir Paco. À très bientôt, à plus. À bientôt. Ciao. Au revoir. Si tu as apprécié cette conversation avec Franck et que tu apprécies son approche sur la gestion de patrimoine et les marchés financiers, n'hésite pas à écouter les 2 derniers épisodes qu'on a fait ensemble, Mission Alpha numéro 1 et Mission Alpha numéro 2. Le premier sur la succession des actifs financiers, la deuxième sur la gestion des plans d'épargne retraite. Très intéressant. Bonne écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!